Bonjour et bienvenue dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres. Situation de crise chez Chrysalis, cette association d'insertion de Manille-et-Hameaux. Une soixantaine de salariés pourraient bien ne pas être payés ce mois-ci. Les chiffres du chômage sont tombés, petite hausse dans les Yvelines, plus 0,6% en février. À l'approche du deuxième tour des municipales, nous nous sommes demandé comment étaient financées les campagnes des candidats. Les éléments de réponse dans notre dossier de la semaine. Et puis nous parlerons de Réseau 78, un groupement d'employeurs spécialisés dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Nous découvrirons en quoi cela consiste. Puis on essaiera de savoir également l'intérêt pour les employeurs et les salariés avec notre invitée Karen André. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animatrice de Réseau 78. Tout à fait. On vous retrouve dans un instant. On passe avant à l'actualité économique de la semaine. Situation de crise chez Chrysalis, je vous en parlais dans les titres. Une ONG située au domaine du Buloyer à Manille-et-Hameaux. Elle ne serait pas en mesure de payer la soixantaine de salariés en insertion à la fin du mois. Une réunion de crise était organisée ce jeudi après-midi. En difficulté financière depuis 2012, la direction a déjà alerté les pouvoirs publics, mais en vain. Elle attend des subventions de la part de l'État et de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Pour l'heure, l'association d'insertion n'a pas encore obtenu d'écho favorable. La période électorale et l'incertitude des scrutins rend les discussions assez complexes. 59 420, c'est le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A dans le département. On note donc une hausse de 0,6% de janvier à février, une hausse plus faible cependant que dans l'Hexagone, plus 0,9%, ou surtout que dans le reste de l'Île-de-France qui enregistre une hausse de 1,1%. Et puis à noter tout de même une information positive, les jeunes s'en sortent mieux. Le nombre de chômeurs de moins de 25 ans a baissé un peu de moins 2,1%. Le plateau de Saclay ne cesse de se développer. Start-up, chercheurs et universitaires ont déjà investi les lieux, bien sûr, mais il manquait toujours un lieu de rencontre. Ce sera bientôt chose faite avec le Proto 204 des images de Michael Jarry. Être un lieu d'échange entre les étudiants, les chercheurs, les entrepreneurs, mais aussi les habitants du plateau de Saclay, c'est l'objectif du Proto 204, cet espace de 200 mètres carrés situé au cœur de l'université Paris-Sud. Car si le plateau de Saclay est déjà un véritable hub scientifique et technologique, avec son campus universitaire, ses start-up et sa concentration d'activités de recherche et développement, 13% de la recherche française, il n'y existait encore aucun véritable lieu de rencontre. Et pour les acteurs du territoire, cela manquait. Les lieux, ils existent déjà, les bureaux, ils existent déjà. Par contre, que les gens aient le réflexe d'aller voir les autres et de parler à des gens qui sont différents d'eux, ça, c'est pas si simple. Et donc, j'aime bien ce genre de dynamique créative. Le Proto 204, comme le numéro du bâtiment, ouvrira ses portes le 3 avril. Alors en attendant, Nicolas est venu donner un coup de main pour aménager le lieu. Ils envisagent par exemple de monter le mobilier sur des roulettes. À terme, seront organisées des conférences, des expositions ou encore des ateliers. Différents espaces ont déjà été pensés. Le lieu, ce qu'il propose, c'est un espace de coworking, donc où les gens puissent venir travailler n'importe quand. C'est à la fois aussi un showroom, c'est-à-dire un espace de démonstration où les porteurs de projets puissent montrer ce qu'ils font, le mettre en valeur, que ce soit dans des vitrines, que ce soit sur un écran tactile ou lors d'un événement. On a aussi un espace de cafétéria où les gens puissent se reposer, lire une revue ou discuter tout tranquillement autour de leurs avis. À noter, le Proto 204 proposera des événements dans le cadre du festival Futur en scène en avril autour du numérique et de la créativité. Et une autre initiative pour réunir les différents acteurs du plateau, les chambres de commerce et d'industrie des Yvelines et d'Essonne lancent un nouveau programme d'accompagnement des entreprises nommé Plateau Paris-Saclay. Il sera opérationnel en juin. Il réunira 70 PME et 12 cadres de grandes entreprises. Le centre commercial Bel Air à Rambouillet innove. Désormais, vous pouvez payer dans certains magasins avec votre téléphone portable. Un reportage de Romain Grabette et Patrick Jacques de Dixmude. Et oui. Une bleu marine. Allez, une bleu marine. Allez, super. Comment vous réglez Avec Kips, s'il vous plaît. D'accord, très bien. On va l'installer aujourd'hui. Kips, ce mode de paiement ne vous dit peut-être rien. C'est une application mobile qui permet aux clients de payer directement avec leur smartphone. Ce mode de paiement
est disponible au centre commercial Bel Air de Rambouillet. J'attends votre confirmation. Vous vous inscrivez après l'avoir téléchargé, vous activez votre carte bancaire dans le cadre d'un processus qui est sécurisé, qui a été revu par les instances compétentes en la matière. Et une fois que vous l'utilisez, vous approchez votre téléphone de l'équipement du commerçant et on déclenche la transaction de paiement au travers d'un son. On utilise en fait une technologie partant du haut-parleur et du micro du téléphone. Le centre commercial Bel Air est le premier d'Île-de-France à s'équiper de ce système. Kips ne se contente pas seulement du paiement par mobile, l'application récompense ses utilisateurs via plusieurs remises et promotions dans les différents commerces partenaires. D'ailleurs, près de la moitié des commerçants du centre n'ont pas hésité à s'acquitter des 10 € de cotisation mensuelle pour le terminal. Nous cherchons un outil de mutualisation, de partage des promotions et de cohésion de l'ensemble des commerçants du centre commercial pour répondre à des besoins qui sont les besoins de clientèle, de fidélisation, de promotion, d'augmentation du chaland, du flux et puis continuer à être compétitif sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Au cours de l'année, une dizaine de centres en France adopteront cette technologie avec l'ambition que les clients délaissent leur portefeuille. Depuis 2009, la marque Renault a décidé de renforcer son activité de concept car. Des véhicules souvent présentés dans des salons, ils ne sont pas destinés à être commercialisés, mais à montrer les innovations de la marque et à inspirer les futurs véhicules. Sur ces images, vous voyez le Kwid actuellement exposé au Technocentre de Guyancourt. Pour la première fois, le constructeur automobile a lancé un concept car destiné spécifiquement à un pays étranger, l'Inde. Ils sont déjà implantés sur place. Une usine à Chennai produit les Pulse, des véhicules adaptés au marché indien, et les Duster qui se sont très bien implantés. Ils cherchent avec ce concept car, ce nouveau concept car, à gagner de nouvelles parts de marché. Pour faire un véhicule pour les jeunes indiens, on a fait cet objet-là, donc qui est dessiné et imaginé un peu comme des véhicules radiocommandés. Donc vous avez des roues qui sortent vraiment de la caisse, donc vous avez une carrosserie qui est très solide. Donc c'est un faux 4x4. Une sorte de all-road qui, je crois, est très bien adapté sur ce marché-là. En plus, quand vous regardez l'intérieur, donc c'est vraiment inspiré de l'Inde. Il y a beaucoup d'objets qui roulent là-bas avec des banquettes avant, donc des rickshaws. Donc on a mis ici le conducteur en centre avec 2 passagers sur le côté. Donc vraiment une inspiration de l'Inde. Et le jaune rappelle également les épices. Côté innovation technologique, un drone est placé à l'arrière, comme vous voyez sur ces images de synthèse. Il permet de prendre des images de la route et d'indiquer par exemple d'éventuels bouchons. L'entretien cette semaine se fera en compagnie de Karen André. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animatrice de réseau 78. Alors, il s'agit d'un groupement d'employeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, un groupement d'employeurs spécialisé CHR, donc métier de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de la collectivité. On est implanté dans le 78 sous la forme d'une association de loi 1901. Nous regroupons donc les hôteliers et les restaurateurs du département qui le souhaitent pour les accompagner sur le recrutement spécialisé en personnel qualifié, cuisine, salle, étage, collectivité et le reste. Voilà. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, de visualiser concrètement comment ça fonctionne. Je vous propose d'aller retrouver Marc Alexandre, un cuisinier qui a intégré ce réseau il y a quelques mois. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. Marc Alexandre a intégré la cuisine de cet hôtel 4 étoiles en janvier. Pour trouver ce poste, il est passé par un réseau d'employeurs, Réseau 78. Spécialisée dans l'hôtellerie et la restauration, cette association permet de mettre en place des CDI en temps partagé, c'est-à-dire créer un poste à temps complet à partir de besoins en temps partiel de plusieurs établissements partenaires. Dès la première semaine, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans 2 restaurants différents. Donc je travaillais 3 jours dans un restaurant et le reste du temps dans un autre restaurant. Donc ici et puis dans un restaurant de golf. Depuis, il a été embauché en CDI à temps plein chez l'un des 2 employeurs, un poste qui lui permet d'exercer sa passion.
Marc-Alexandre est nantais d'origine. Pour lui, passer par un réseau d'employeurs lui permettait de trouver un travail plus rapidement. J'ai suivi mon ami en fait, qui fait une formation d'équitation dans la région. Donc voilà, moi j'étais vraiment perdu, elle a de la famille par ici. Et moi je connaissais personne. Via le réseau, il lui a suffi de quelques jours pour rencontrer des employeurs. Du côté de la direction, intégrer cette association est un moyen de soulager le service des ressources humaines. C'est vrai que nous, dans l'hôtellerie, il y a beaucoup de turnover, donc ça peut nous intéresser soit par du temps partagé, c'est-à-dire comme des extras, ponctuellement quand il y a quelqu'un de malade qu'il faut remplacer au pied levé, ou comme Marc par exemple. Dans les Yvelines, Réseau 78 regroupe une soixantaine d'hôteliers, restaurateurs et collectivités. Les demandes sont permanentes et pour y répondre, l'association organise cette semaine des forums de recrutement partout en France. Vous avez votre CV ? Oui. Mercredi, le réseau était à la maison de l'emploi à Rambouillet. Grégory cherche un poste de cuisinier et avoir plusieurs patrons ne lui fait pas peur. D'une chose de voir plusieurs entreprises différentes, plusieurs patrons différents, on acquérit plus de compétences, on apprend plus de choses au final. Avec ce système de réseau, l'association compte d'un côté lutter contre la précarité des salariés à temps partiel et de l'autre garantir aux professionnels une présence et une fiabilité, même pour des extras. Alors à noter, vous organisez un dernier forum demain matin dans les Yvelines, plus exactement au Pôle emploi de Sartrouville. Tout à fait. Tout à fait. J'en profite, juste un petit clin d'œil. En fait, on a organisé sur toute la France, où tous les départements où réseau est présent en France, donc un réseau job tour sur le mois de mars, juste l'avant-saison d'été. L'objectif étant de récupérer un maximum de candidats ou de chercheurs d'emploi, que nous on appellerait donc les candidats, avant ces périodes saisonnières, pour pouvoir organiser du temps partagé, donc du temps partagé sur la montagne, sur la mer, aussi du temps partagé saisonnier sur le 78, en même temps qu'on peut le faire sur une même semaine comme Marc-Alexandre l'a fait. On le propose aussi par exemple d'avril à novembre, et puis un autre poste, un autre endroit, mais un CDI qui perdure sur l'année, par exemple dans le 73, dans le 74 ou encore dans le 1383, donc à Marseille ou ailleurs. Voilà, le réseau 78 fait partie d'un plus grand réseau, on va dire, qui couvre pas toute la France, mais beaucoup nos associations de s'implantent sur les départements lorsque les professionnels nous y invitent. Donc les professionnels qui entendent parler de nous sur un département où on n'est pas présent contactent l'association de Réseau France, qui est un petit peu l'association mère en fait, qui va contrôler tout l'administratif et nous accompagner sur la gestion. Et puis on fait une étude, entre guillemets, une étude de marché sur la possibilité d'implanter un réseau. Et on implante un réseau. Mais pour ça, comme on est une association, il faut partir avec un conseil d'administration, avec des assemblées, un président, etc. Donc avoir des personnes motivées des professionnels motivés, puisque c'est leur groupement d'employeurs et celui de personnes d'autres. Et en clin d'œil, je dis souvent, ce ne sont pas nos clients, mais nos patrons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'association Réseau a comme porteur d'idée de les accompagner sur le recrutement et pas de faire de l'argent sur le dos des professionnels. C'est vraiment pas l'objectif. Justement, on va parler un peu plus de votre fonctionnement. Sur vos actions, vous diffusez tout d'abord les offres Alors, on diffuse toutes les offres d'emploi de nos adhérents sur nos sites internet. Donc, notre site internet sur le blog Réseau 78. Tous les vendredis, on a les offres d'emploi qui sont diffusées. Et tous les mardis, on a les mini-CV de nos meilleurs candidats. Donc, nos candidats jokers de la semaine. On fait des petits mots sur eux, comme ça, tous nos adhérents et puis les gens qui le souhaitent peuvent avoir des informations sur eux et peuvent nous contacter. Après ça, on va faire des forums emploi, on va faire des forums découvertes des métiers de l'hôtellerie. Et surtout, à 3/4 de temps, on va faire du recrutement. Vraiment, notre métier à nous, c'est le recrutement. Ça veut dire qu'on va recevoir entre 15 et 20 candidats par semaine. On va faire les prises de référence de tous ces candidats, qu'on ne va pas appeler les 10 employeurs où ils ont travaillé, mais au minimum 2 anciens employeurs, pour s'assurer que leur CV est bien vrai, tout simplement. On va leur demander aussi certificat de travail et surtout on va faire des questionnaires d'évaluation pour évaluer leur niveau. L'idée en passant par réseau pour un salarié, ce serait j'ai travaillé dans tel type de restaurant. Qu'est-ce que vous me proposez ? On peut lui proposer beaucoup de choses, mais surtout, on va devoir lui proposer dans un premier temps un emploi qui va correspondre à sa qualification. Et puis peut-être que par la suite, on va lui en proposer un
un petit peu plus dur et on va faire de la montée en compétences pour nos adhérents et pour le salarié. Donc on peut vous comparer un petit peu à une agence d'intérim avec, disons, J'aime des actions un peu plus personnalisées. Alors, je reviens dessus et je tire une grande croix. Non, 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 non. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, notre rôle, c'est de les accompagner sur le recrutement pour des postes en CDI, en CDD et occasionnellement en extra. Occasionnellement. Pourquoi ? Parce que notre corps de métier, c'est de lutter contre le temps partiel, sur la précarité de l'emploi, et d'accompagner les adhérents sur des besoins en temps partiel. Ça veut dire que quand un adhérent a systématiquement besoin d'un extra en salle tous les samedis et tous les dimanches, le but du jeu, c'est de trouver le candidat qui acceptera d'être le mercredi, jeudi et vendredi chez un autre adhérent. Et donc cet adhérent, au lieu de faire appel à une agence d'intérim et d'avoir Pierre ce week-end et Paul le week-end prochain, il aura toujours Marc-Alexandre et on va pérenniser en fait son besoin et surtout la qualité du travail donné dans son établissement. Alors, on comprend bien, ça permet finalement aux salariés d'avoir un CDI à temps plein, d'avoir un contrat pérenne. En fait, d'avoir un vrai salaire, quoi. Exactement. Et puis finalement pour l'employeur, d'avoir aussi quelqu'un qui est peut-être plus motivé, plus impliqué. Automatiquement, parce que quand on va régulièrement dans la même entreprise, on connaît bien sa carte, on peut apprendre de nouvelles choses, on a les mêmes collègues et pourtant on n'a pas peut-être la routine d'avoir, au bout de 6 mois, des fois les jeunes ils se disent bon c'est bon, 6 mois dans une boîte, j'ai envie de changer et pourquoi pas garder un CDI, pouvoir acheter une voiture, un appartement et puis changer de lieu de travail tout en ayant le même patron. Réseau. Alors concernant les tarifs, c'est aussi très avantageux, vous êtes une association, vous avez quand même des... Alors, nous, on travaille au moindre coût. Hein. Je le dis tout le temps en rigolant. Je veux bien faire un forum dans votre ville, mais gratuit, pas cher, pas possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, en étant associatif, le moindre coût, c'est au jour d'aujourd'hui une salariée structure, donc un salaire structure, une assistante qui est en formation et qui, dans un mois, va passer aussi en salarié structure, un bureau qui est gracieusement prêté par la Chambre de commerce de Versailles, qui nous accompagnent beaucoup, et je tiens quand même à le préciser, parce que vraiment, ils ont fait des bonnes choses, beaucoup de choses pour nous. Et puis, petit à petit, comme le coût structure il est minimum, on n'a pas le besoin de rentabilité d'une agence d'intérim. On a tendance à dire, on se donne des objectifs de moyens et pas des objectifs de réussite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va se donner tous les moyens pour trouver le bon candidat, mais on n'a pas la barre là à se dire, il faut faire de l'argent, faut faire de l'argent. Donc, du coup, le coefficient est moindre, c'est-à-dire qu'on va être sur un coefficient en temps partagé à 1,77 de l'heure. Donc les patrons qui connaissent le coût des charges ont bien compris ce que ça voulait dire. Très bien. Merci en tout cas d'être venu sur Avec notre plaisir. plateau. On appelle donc du coup les candidats intéressés, mais aussi les employeurs, à se tourner vers ce réseau 78 en Et tout cas. un gros clin d'œil aux maisons de l'emploi de Rambouillet, de Coignères, au Pôle emploi de Sartrouville et au bureau de l'emploi de Maison Lafitte qui nous ont accompagnés sur tous ces forums. Qui a organisé les forums cette semaine, on le rappelle, forum à Sartrouville demain. Merci beaucoup. On passe au dossier de la semaine. Ce dimanche, c'est le deuxième tour des élections municipales dans toute la France. Alors pour faire campagne, les différents candidats ont investi du temps, mais aussi de l'argent. Que se cache-t-il derrière le financement des campagnes des candidats ? Réponse dans notre dossier de la semaine, des images de la rédaction. Pour briguer une mairie, certains candidats font campagne depuis des mois. Distribution de tracts, affichage, rencontres avec les habitants, réunions publiques, tous les moyens sont bons pour se faire connaître et convaincre la population. Mais cela a un coût. Alors est-ce que le candidat le plus fortuné est celui qui pourra se payer la meilleure publicité ? Non, l'État tout d'abord fixe un plafond de dépenses à ne pas dépasser. Ce plafond dépend évidemment du nombre d'habitants dans la commune. Deuxième donnée, pour obtenir une plus grande égalité entre les candidats, l'État s'engage à rembourser une partie de ses dépenses. Tout d'abord, les frais de campagne officiels, c'est-à-dire les dépenses liées à l'achat, à l'impression des professions de foi des candidats, des bulletins de vote et des affiches apposées devant les bureaux. Ces frais sont remboursés intégralement aux candidats tête de liste, de condition qu'il y ait plus de 1000 habitants dans la commune et que le candidat ait obtenu au minimum 5% des suffrages exprimés. Un barème définit le nombre d'affiches et bulletins autorisés selon le nombre d'habitants de la commune, mais aussi le type de papier ou encore les formats légaux. Pour faire campagne, les candidats ne se limitent évidemment pas à ces seules dépenses. L'organisation d'un meeting, les déplacements du candidat dans le cadre de sa campagne ou encore la création d'un site internet, autant de frais supplémentaires, là encore bien encadrés.
Le contrôle de ces dépenses est confié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Pour faciliter ce contrôle, le candidat déclare en préfecture, avant le début de la campagne, un mandataire financier, c'est-à-dire une personne physique ou une association. Ce mandataire doit ouvrir un compte bancaire unique par lequel transiteront toutes les dépenses et les recettes de campagne. Cela n'est valable que pour les communes de plus de 9000 habitants. Ce compte de campagne est destiné à centraliser toutes les recettes et toutes les dépenses que le candidat a mises en œuvre pendant sa campagne. Et ce n'est pas seulement la campagne au sens officiel du terme, c'est-à-dire 15 jours avant le premier tour, c'est toutes les dépenses qu'il a pu faire depuis 1 an avant la date de l'élection, ce qui est une période très longue. Mais d'où viennent ces recettes? Des éventuels partis politiques qui soutiennent le candidat, du candidat lui-même, que ce soit ses fonds propres ou un emprunt. Le candidat peut également percevoir par l'intermédiaire de son mandataire, pas directement, des dons de personnes physiques qui sont plafonnés assez haut, 4 600 € au maximum pour une campagne électorale. Ces dépenses restent limitées. Le code électoral définit un plafond selon le nombre d'habitants de la commune. Par exemple, un candidat à Versailles pourra dépenser 103 000 € pour le premier tour, alors qu'un candidat de Manille-et-Hameaux devra se limiter à 13 600 €. Ces montants sont majorés au deuxième tour. Comme pour les frais officiels, les bulletins ou les affiches, ces dépenses sont remboursées par l'État aux candidats ayant enregistré plus de 5% des suffrages exprimés. Mais cette fois, le remboursement n'est pas toujours total. Il atteint au maximum 47,5% du plafond. Encore faut-il préciser que ce remboursement est également plafonné au niveau des dépenses. Si le candidat dépense moins que ce niveau de 47,5% du plafond, on ne va pas lui rembourser 47,5%. On lui remboursera au niveau de ses dépenses. Et en plus, il faut que ces dépenses aient été financées par son apport personnel. Parce qu'on ne va pas lui rembourser des dépenses qui en réalité ne lui auront rien coûté parce que c'est le parti qui l'aurait aidé ou c'est des dons de personnes physiques qui lui auront permis de payer les dépenses. La condition majeure que le compte de campagne soit validé par la Commission nationale et souvent elle doit effectuer quelques ajustements. Par exemple, si la tête de liste décide qu'on fera un repas convivial entre tous les membres de la liste pour échanger des vues sur la campagne, voir ce qui va, ce qui ne va pas dans la campagne, etc. Hors la présence de tout électeur, cette dépense ne sera pas remboursable parce que c'est une dépense faite à l'occasion de la campagne, mais pas vis-à-vis des électeurs. Dans ce cas, la commission réforme le compte, mais si le candidat n'a pas respecté une règle dite substantielle, le dépassement du plafond par exemple, son compte sera rejeté. Dans le cas de rejet, il n'y a pas de remboursement et en plus, nous sommes tenus de saisir le juge de l'élection. Au cas particulier, c'est le tribunal administratif qui est le juge de l'élection dans le cas des élections municipales, de nos décisions de rejet. Et s'il considère, comme c'est la plupart du temps le cas, que la commission a rejeté le compte à bon droit, c'est-à-dire qu'elle a eu raison de le faire, il peut, ce n'est pas une obligation, mais il peut décider que le candidat sera inéligible pour une période au maximum de 3 ans et inéligible à toutes les élections, pas seulement à une future municipale ou une municipale partielle, par exemple, qui pourrait avoir lieu dans un court délai, éventuellement, mais à toutes les élections dans la durée qu'il a fixée. Dans tous les cas, les candidats doivent déposer leur compte de campagne au plus tard 2 mois et demi après le premier tour de l'élection. Ces comptes seront ensuite publiés au journal officiel. Ils sont accessibles à tous les citoyens sur simple demande. À voter. Et on finit avec l'agenda. La plateforme Bouger vers l'emploi organise une réunion d'information à la Cité des métiers à Trappes. Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, par exemple pour vous rendre sur votre lieu de travail ou votre centre de formation ou aller à vos entretiens d'embauche, n'hésitez pas. Ça se passe mardi 1er avril de 14 h à 17 h. Et c'est la fin de ce Fil Éco. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, très bon week-end.